Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Sylvain Georges, un ancien cycliste professionnel qui s'est reconverti très récemment dans l'ultra-cycling. Sylvain a participé très récemment à la course Race Across France, sur une distance de 2500 km avec assistance. Il a remporté la course, mais il ne l'a pas que remporté. Il a également établi un nouveau record de temps, soit 4 jours et 20 heures. On se retrouve tout de suite avec lui. Salut Sylvain, comment vas-tu? Salut Jérémy, ça va, merci, c'est gentil. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et nous dire un peu comment tu as débuté le sport? Ouais, je m'appelle Sylvain Georges, moi j'ai débuté le vélo, j'avais 15 ans. Concours de circonstances, hein, c'est un jour mon frère qui me dit tiens, tu viendrais pas faire une course de vélo avec moi? Et moi j'avais un Décathlon 320 je crois. Et avec mes Converse et mon jogging, je suis allé à cette course et je l'ai gagné en fait, alors que je faisais pas de vélo. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire du vélo. Puis voilà, bah, plus je faisais de courses, plus j'en gagnais, et c'est ainsi de suite, que j'ai eu envie de continuer et de m'épanouir dans ce sport. Scolairement parlant, j'étais mauvais, très mauvais. Donc j'ai été viré de l'école. Enfin voilà, ça a été très compliqué. Et en fait, le jour où j'ai commencé le vélo, et ben, je pense que ça m'a permis de trouver une certaine sérénité. Et derrière, tout ce qui était scolaire, je passe de dernier de la classe à dans les, ouais, on va dire la première moitié. Et puis crescendo, j'ai progressé aussi à l'école, de passer de vilain de bonnet d'âne aux félicitations lors des réunions parents-prof. Voilà, ça c'est le vélo qui m'a permis de réussir ma scolarité, de me trouver en tant qu'homme aujourd'hui. Donc c'est vrai que le vélo a une part importante dans ma vie et dans l'homme que je suis aujourd'hui. Comme quoi, souvent, tu sais, on dit fais pas de sport, t'auras moins de temps pour l'école, tu vas avoir des moins bonnes notes et tout. Comme quoi, c'est complètement le contraire. On peut très bien pratiquer une activité physique et réussir à l'école. Moi, je prône comme les États-Unis et d'autres pays, c'est-à-dire école le matin jusqu'en début d'après-midi et activité de loisirs l'après-midi. Je pense que l'épanouissement personnel passe également par des loisirs qui soient des loisirs cérébraux, des loisirs artistiques ou des loisirs physiques comme le vélo. Et je pense que ça fait partie de la construction de l'homme. C'est pourquoi, clairement, pour moi, aujourd'hui, dire à un enfant, même s'il est jeune, oui, il faut surtout pas faire de sport parce que tu vas être fatigué, je pense que ça permet malgré tout d'avoir un équilibre, tant sur le plan psychologique, ça permet de donner des règles, un cadre, d'apprendre la vie en société. Enfin, voilà. Et pour l'épanouissement personnel, je pense que c'est incontournable. Ouais, clairement. Puis comme tu l'as dit, on apprend énormément de valeurs dans le sport, que ce soit de compétition ou même amateurs, qui sont ultra intéressantes pour des enfants quoi, qui découvrent la vie et la société. Oui, ça fait partie de. Enfin, le sport, c'est l'école de la vie. Il y a une hiérarchie comme dans la vie. Il y a des chefs d'entreprise et il y a des salariés dans le sport. Et ben, il y a des patrons et puis il y a ceux qui sont en loisir. Non, et il y a des règles à respecter. Et tout ça fait que ben, quand on est jeune, et ben, des fois, en dehors du cadre familial, c'est bien d'avoir comme ça une certaine rigueur et une ligne de conduite à tenir. Et pour l'épanouissement, je pense que c'est très important, clairement. Ouais, ouais, clairement. Je suis carrément d'accord avec toi. Et du coup, par la suite, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ton parcours de cycliste? Alors moi, en fait, mes parents m'ont toujours dit de privilégier les études au sport, et ils ont eu raison. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était d'avoir mes diplômes, et après, on essaie de voir si on peut faire du vélo. Moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir un garage automobile. Donc moi, j'ai fait des études de mécanique. J'ai d'abord été dans le travaux publics, puis après j'étais dans l'automobile. J'ai passé mon bac pro, et après le bac pro, j'ai fait un BTS négociation relations clients, l'ancien force de vente, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est après ce BTS, j'ai commencé à travailler. J'étais commercial dans l'automobile. Je continuais en parallèle les courses de vélo. J'avais un bon niveau. À ce moment-là, j'étais amateur et puis j'ai eu l'opportunité par la suite donc de passer pro dans l'équipe Aubert 93.
Et c'est comme ça que voilà, j'ai pu être professionnel pendant 4 ans et bah, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai que je regrette pas cette carrière un peu atypique dans le sens où ben, moi, je me souviens encore de Bernard Bourreau, je sais plus avec qui on était. Il dit, vous savez, Sylvain, c'était quand même quelqu'un d'atypique. C'est le seul coureur que j'ai vu venir en équipe de France habillé en costard-cravate avec une voiture de fonction. Et c'est vrai que ben, moi, à 20 ans, je vendais des voitures pour Peugeot. Et ben, j'arrivais en stage équipe de France, ben, je sortais du boulot et j'allais faire du vélo avec des mecs qui, pour beaucoup, avaient arrêté les études, pensant passer professionnel. Alors que moi, en fait, le vélo, c'était un plaisir. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément envie de franchir le Rubicon. Et du coup, par la suite, tu as réussi à rentrer pro dans différentes équipes. Ouais, alors en fait, je suis passé pro chez Astil. Alors c'était une équipe tempête en Italie, enfin un gros concours de circonstances. Bref, j'étais bénévole. Et moi, milieu d'année, j'ai dit c'est bon, si c'est être pro pour me taper 12 heures de bagnole pour aller faire une course et rien gagner à la fin du mois et juste avoir les honneurs d'être professionnel, moi, c'était pas ça mon rêve. Mon rêve, moi, c'était de vendre des voitures et d'avoir un garage. Donc moi, j'ai arrêté en milieu d'année. J'ai continué, donc là, j'ai monté ma petite structure de vente automobile, donc j'étais en tant qu'indépendant. Et à ce moment-là, j'étais au Creusot. Steve Guimino, le DS du Creusot, m'a gentiment accueilli et j'ai pu connaître par le Creusot hein, Jean-Christophe Perrault, champion olympique de VTT, qui a été champion de France de chrono, un certain Fred Finot, maillot à poids sur le tour. Voilà, j'ai pu courir Yannick Martinez. Enfin voilà, j'ai pu courir, j'étais dans la même équipe qu'eux. Et donc là, clairement, j'ai découvert une autre facette du vélo, c'est-à-dire le vélo compète où bon ben on vit du vélo tout en se faisant plaisir. Jean-Christophe Perrault, il était très rigoureux dans son entraînement, mais c'est quelqu'un voilà qui prenait beaucoup de plaisir. Fred Finot, pareil, un épicurien, enfin voilà. Et ben là, je me suis dit, tiens, et eux m'ont aussi ouvert les yeux sur le fait que j'avais des capacités pour passer professionnel. Et donc, après ma deuxième année au Creusot, j'ai eu la chance de signer avec Big Mat Aubert 93, avec Stéphane Javalet. Et donc là, ben, j'ai arrêté ma société de vente automobile. Et donc, je me suis consacré à 100% au vélo, mais bon, j'avais 25 ans. Donc moi, j'ai fait que du vélo à partir de 25 ans. Avant, j'ai toujours travaillé. Et le jour où j'ai arrêté ma carrière cycliste, j'ai recommencé à travailler. Donc moi, clairement, je n'ai pas passé un mois sans travailler, en dehors de mon statut de coureur professionnel. Car pour moi, en fait, le travail est un équilibre. Faire du vélo en étant amateur et pas travailler, je ne vois pas l'intérêt. On peut très bien se faire plaisir chez les amateurs et travailler à côté. C'est pas incompatible. Il faut juste être organisé et aussi avoir un travail qui permet de faire du vélo. Quand on est maçon, peintre, bâtiment, électricien ou travail, enfin, ce sont des métiers de force. Là, c'est plus compliqué d'être performant le week-end. Moi, j'avais la chance, j'étais assis derrière un bureau toute la journée. Donc, clairement, en termes de récupération, c'était plus facile pour moi de pratiquer ce sport. Donc, c'est vrai que mon travail me permettait de récupérer correctement, de pouvoir m'entraîner correctement et d'être performant sur le vélo. Et puis, voilà, j'ai signé avec Stéphane Javalet qui m'a ouvert ses bras, malgré en fait certains a priori, parce que passer pro à 25 ans, alors qu'il a vu mon palmarès, mais à 25 ans, on est formaté, on est déjà un peu aguerri dans sa tête, et c'est compliqué de se mettre dans un moule, surtout quand on n'a jamais été pro. Et donc, il avait quand même ce gros a priori, et en fait, il s'est très vite aperçu que j'étais un élément dynamique de l'équipe, un guéluron, qui aimait rigoler, mais qui était sur un vélo très directif. Je savais où je voulais aller avec les gars. Et ce qui a permis d'entrer de jeu, je fais deux de la Marseillaise. Après, ça a enchaîné. Je gagne le Rhône-Alpes Tour, je gagne l'étape. Après, on n'a plus Mélec. Je termine troisième de la Coupe de France PMU. Enfin, voilà, et ça n'empêchait que quand on était en dehors du vélo, on rigolait, mais c'était fandard. C'est vraiment impressionnant. C'était une famille. On emmenait les guitares, on jouait au tarot les soirs. Enfin, c'est un truc de dingue. Être chez les pros et de faire comme si en fait on était en vacances avec les copains, c'était juste incroyable. Et cet état d'esprit ben, nous transcendait sur le vélo parce que voilà, on était une bande de copains et en fait on s'amusait tout en étant sur le vélo. Et Stéphane était, enfin c'est son équipe depuis les équipes du peloton professionnel français, mais Stéphane, il est dans cet état d'esprit, c'est sa famille, c'est les petits gars d'Aubert, enfin voilà, il y a quelque chose, quoi.
Et donc moi, je me sentais bien dans cette équipe. Et puis au mois d'août, Vincent Lavenu m'a approché. Et donc après quoi, j'ai signé à G2R, où là, c'était une ambiance totalement différente. Là, on voyait qu'on était dans une grosse écurie, une grosse armada, où là, voilà, on n'était pas juste des potes qui étaient là pour faire des bœufs en vacances, mais on était là pour envoyer du bois et fallait que ça avance, quoi. Donc c'était vraiment deux choses différentes, avec des choses sympas et des choses moins sympas, mais ce qu'il en est, ça restera une super expérience. Mon plus beau souvenir restera ma victoire au Tour de Californie devant Peter Sagan. Voilà, 4500 mètres de dénivelé sur 180 bornes d'échappée. Et je gagne, je crois, avec à peine 30 secondes d'avance. Et ça a été juste magique. Mais après, voilà, c'est une vie difficile. Tout le monde pense sont des gens qui gagnent de l'argent, comme le foot ou comme le rugby. Mais il y a beaucoup de pros qui mangent leur pain noir et qui galèrent tous les jours pour voilà, le SMIC, pour pas grand-chose. Et ça demande beaucoup, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices personnels, familiaux, des sacrifices sociaux aussi. Enfin voilà. Et derrière, c'est pas évident. C'est pour ça que tous ces forçats de la route ont beaucoup de mérite de faire ça, même si ils l'ont choisi hein, quelque part. Mais clairement, ça reste un métier cycliste professionnel, c'est un métier très difficile. Vous partez longtemps de chez vous, par petits épisodes, mais c'est quoi? C'est 80, 90 heures de course en fonction des années, c'est 200 jours de déplacement par an si vous déplacez un peu à l'international. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est pas forcément facile tous les jours. Qui plus est, quand vous prenez la grêle, vous êtes dans une bordure et qu'il reste 100 bornes de course, même si vous exercez votre passion, parce que ça reste un métier passion, donc c'est une chance, il y a des moments où c'est compliqué dans la tête aussi. Ouais, bah oui, clairement. Comme tu dis, souvent, il n'y a pas le retour sur investissement, alors que ouais, c'est plus qu'un métier, parce que c'est toute sa vie qui gravite autour du vélo, quoi. Et comme tu dis, il faut garder la passion, enfin, le plaisir, mais des fois, c'est pas forcément simple quand on arrive dans des équipes pro, très pro, où là, le mot d'ordre, c'est performance et il faut aller vite, il faut gagner, il faut gagner. Et après, c'est sûr, hein, il faut gagner pour faire rentrer de l'argent, quoi, pour que l'équipe vive, mais des fois, c'est clair que il doit y avoir pas mal de pression, ça doit pas être facile. Plaisir et performance n'est pas antinomique dans soi, c'est-à-dire qu'on peut être performant tout en prenant du plaisir. Parfois, la contre-performance n'amène pas le plaisir, justement, ça amène vraiment des états Ouais, de la frustration, quoi. difficiles, la frustration, et puis après, les pros, ça roule très vite, on ne se rend pas compte à la télé quand on voit un peloton. Moi, j'écoute bien, ouais, mais si je serais dans le peloton, c'est bon, j'arriverai à suivre. Alors ouais, sur le papier, sur la télé, c'est vrai, tu as l'impression, mais quand ça roule à 5 km à l'heure dans du 5%, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, moi, il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, ben, t'imagines, chez les amateurs, moi, je finissais avec toi, donc chez les pros, j'aurais gagné des courses. Tu aurais sans doute gagné des courses, mais en l'occurrence, tu n'as jamais été pro, donc on peut pas, quoi. Il y a beaucoup de participants, peu d'élus qui sont capables de gagner. Mais ce qui n'empêche que c'est un très beau sport. Après, les cyclistes, moi, je les compare beaucoup à des informaticiens, dans le sens où on dit, ouais, il y a des geeks qui sont toujours devant leur écran, ils mangent pas, ils boivent pas, ils font rien. Les cyclistes, c'est la même chose. On voit bien que le peloton amateur est composé d'énormément de geeks du vélo, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que pour le vélo pour 300, 400 euros par mois. Voilà. Et ils sont contents, ils font du vélo dans l'espoir de passer pro. Mais objectivement, bah, c'est compliqué. Et voilà. Et c'est vrai que beaucoup se persuadent d'avoir une vie magnifique parce qu'ils font que du vélo. Mais en fait, ils oublient tout ce qu'il y a à côté. Et moi, avec mon recul de vieux maintenant, je me dis, mais les gars, enfin, il n'y a pas que le vélo dans la vie, je l'ai toujours dit de toute façon, mais c'est vrai qu'il faut s'ouvrir à autre chose et il faut penser à l'avenir, faut penser à sa retraite aussi, c'est important de cotiser, enfin tout ça. Et c'est vrai que quand on a 24, 25 ans et qu'on fait que du vélo et qu'on n'a pas de boulot à côté, je me dis, ben, c'est quand même bien dommage parce qu'on ne s'ouvre pas au monde, on s'ouvre pas à de l'information, on s'ouvre pas à de la culture. Enfin, voilà. Et si on se lève le matin et on fait que regarder Direct Vélo, Vélo 101, l'équipe, à tous les sites de vélo, ouais, moi perso, je trouve ça juste dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à côté qu'il faut s'ouvrir en fait. C'est hyper intéressant et important à mon avis pour une construction saine. Ouais, comme tu dis, après, pour l'après-retraite, même si ils arrivent pas forcément à être pro, il faut penser au futur et on peut pas faire que ça toute sa vie. C'est souvent ça qui est compliqué pour les sportifs de haut niveau, c'est la reconversion après, quoi. Enfin, et on se rend compte qu'il y a pas que ça. Il y a pas que ça, mais quand tu as 16 ans, on dit: «Oui, ben, tu fais partie des 15 meilleurs Français, tu vas passer pro».
Par contre, du coup, il faudrait que tu t'entraînes un peu plus. Donc, ben, si on te demande de t'entraîner plus, ça veut dire que toi, dans ta tête, tu vas dire, je suis obligé les études de les calmer. Sauf qu'aujourd'hui, même avec un bac, on ne trouve pas de taf. Et pourtant, aujourd'hui, il y a Mm. une demande au niveau de la restauration, au niveau du bâtiment. Enfin, il manque d'effectifs. Et on ne trouve pas de personnel. Et concrètement, c'est vrai qu'à 16 ans, il faut se poser les bonnes questions. C'est est-ce qu'il faut, moi, je veux être pro, ou est-ce qu'il faut que j'ai déjà les minima pour pouvoir travailler et avoir une vie professionnelle derrière? Ou est-ce que voilà, ben, je chante tout et puis ben, si ça marche pas, bah tant pis, un jour, j'aurai pas grand-chose, voire rien. Moi, mes parents m'ont éduqué différemment. Mes parents ne faisaient pas de vélo, pas de sport. C'était mon garçon, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies tes diplômes. Même si tu es mauvais, il faut que tu aies tes diplômes. Donc, et c'est pour ça que moi, j'ai toujours gardé ce cadre. Et le sport m'a aidé à réussir scolairement, même si ben, j'aimais pas ça avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le milieu du vélo, c'est un milieu très précaire, que ce soit chez les amateurs et chez les professionnels. Les professionnels, ils signent des contrats d'un an, 2 ans, hein. Donc, il y a toujours une remise en question sur soi, sur tiens, l'année prochaine, j'ai pas de contrat, donc il faut que je fasse attention. Donc, c'est un peu la course dans l'équipe. Tu vois, tu fais la course sur la course, mais tu fais la course dans l'équipe. En fait, tu t'aperçois ben, que c'est plus tes potes que tu cours contre eux, alors que c'est tes collègues à la base. Et donc, c'est pour ça que c'est un milieu qui est dur, qui est très rude. Et en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux, déjà d'une, qui ont des capacités physiques voilà, hors normes, ce sont des champions. Et derrière, ils ont des capacités mentales. Donc, les gars, ce sont des tueurs, point barre. T'es pro, t'as une longue carrière, t'es un tueur parce que tu sais faire ce qu'il faut, où il faut. Et voilà. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. En fait, c'est pas les bisounours, quoi. Le milieu professionnel, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le foot avec des millions d'euros qui tombent du ciel. C'est vraiment quelque chose de. Bah, ça se mérite, ça se travaille. Et il faut être toujours au top. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est un milieu très difficile, qu'il faut pas idéaliser ça parce que je pense que certains prennent une calotte en se disant ouais, ça y est, je suis passé pro. Mais en fin de compte, chez les pros, tu prends des déculottés tous les week-ends. Tu vois, ça paraît facile à la télé, mais c'est un autre monde. Donc c'est pour ça que faut. C'est quand on est enfant, enfin quand on est jeune, on se dit ouais, j'aimerais faire ça, mais la réalité, c'est pas forcément tout rose tous les jours. Ouais, il faut se battre pour sa place et ouais, c'est une remise en question un peu tous les jours quand on gagne pas forcément. C'est Ouais, quotidien. ouais, j'imagine. Il n'y a qu'un seul vainqueur, hein. T'as qu'un seul vainqueur, tu as 200 mecs au départ, il n'y en a qu'un qui gagne, hein. Et c'est pas le troisième qui va avoir les lauriers, hein, parce que dans une course, on ne se souvient jamais du deuxième, on se souvient de celui qui gagne. Même le Tour de France, c'est pour dire. Oui, non, et dans la vie, c'est pareil. On connaît que le patron de chef d'entreprise, on ne connaît pas le DRH, on ne connaît pas le directeur financier, on connaît le patron. Voilà. Et ben, dans le sport, c'est pareil. Et donc, bah, c'est pourquoi quand tu fais 20e, tu es content et c'est une super performance. Tu te dis, voilà, tout ce qui reste à gravir pour arriver à la place de numéro 1. Alors après, il y a des concours de circonstances, hein, crevaison, chute, voilà, bordure ou autre. Mais concrètement, c'est pas rose, c'est pas facile et faut toujours être, voilà, ben, je comprends pas, là je marche pas, je suis fatigué, pas fatigué, voilà, il faut toujours se remettre en question, comprendre ce qui va pas et ajuster justement pour être toujours à performance à peu près, enfin niveau constant, pour pouvoir essayer de tirer de ton épingle du jeu quand l'opportunité s'ouvre, parce que malheureusement c'est qu'une question d'opportunité aussi, hein. En dehors des très grands champions qui sont là que pour gagner des courses, eux ils sont programmés pour gagner et ils ont les capacités physiques pour gagner. Donc eux, si tu veux, leur schéma de course est clair. Moi, quoi qu'il advienne, je fais dans les 5. Donc je dirais que c'est plus facile qu'un mec qui a un niveau correct, qui, bah voilà, il vient pour gagner, mais il sait qu'il globalement, il va tourner entre la première et la 100e place. Donc il va falloir faire les choses comme il faut pour être dans les premiers. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Et quand on me pose la question, ouais, les pros, ouais, c'est comment? Eh ben, c'est dur. Voilà, c'est très dur. C'est très dur et c'est pas juste taper dans un ballon, c'est pas du tout péjoratif, hein, j'aime bien le foot, hein. C'est pas juste taper dans une balle en fait. C'est l'entraînement, les sacrifices, la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de souffrance quand même. Et en fait, tu passes plus de mauvais moments que de bons moments, clairement. Ça, c'est indéniable. Voilà. Ouais, je veux bien te croire, je veux bien te croire. Et du coup, je voulais aussi parler de ton exploit là qui est arrivé il y a très peu de temps. Du coup, tu as participé à la course Race Across France que t'as gagné et en plus de ça, où tu as battu le record de l'épreuve. Est-ce que tu pourrais présenter à ceux qui connaissent pas forcément cette course
Quelle est la distance, enfin, sous quel format, comment ça se passe? Alors, la Race Cross France est une épreuve organisée par Arnaud Manzanini. Arnaud Manzanini, bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ultra, c'est un ultra cycliste qui a des records sur la Race Cross américain. Hein. C'est juste pour cadrer le truc, c'est 5000 km. Hein. Donc c'est encore autre chose. Donc c'est lui qui organise la Race Cross France, qui vient tout juste de s'associer avec la Race Cross Belgique. Donc voilà, une épreuve. Alors sur son épreuve, il y a plusieurs formats. Il y a le 300 km, le 500, le 1100 km et le 2500 km. Moi j'ai le record sur le 2500 km avec assistance. Parce qu'il y a avec assistance, c'est-à-dire j'ai des personnes qui me donnent des bidons, et il y en a qui sont sans assistance, c'est-à-dire ils se débrouillent pour aller chercher leur eau et manger. Moi, j'ai fait le choix d'être avec assistance parce que j'avais envie de réaliser ce défi avec d'autres personnes, de le partager. Je pense que toutes les choses qu'on partage sont bien meilleures que quand elles sont vécues à plusieurs. Enfin, les expériences quand elles sont vécues à plusieurs, en fait, pour moi, elles sont bien meilleures que si on les vit, tu vois, de son côté, quoi, tu vois. On peut pas partager, on peut pas, voilà. Et c'est pour ça que moi, je l'ai fait en assistance. Le record, j'ai battu le record par Jean-Luc Pérez, qui avait le record, bon, qui est spécialiste, hein, lui aussi, il a le record aussi sur la Race Cross America, mais en duo. Donc c'était un sacré sérieux client. Et donc je bats son record de 15 minutes, qui on va me dire, c'est pas grand-chose hein, sur 5 jours. C'est vrai, c'est pas grand-chose, 15 minutes en 5 jours, mais c'est beaucoup. Parce que pour chercher 15 minutes, ça fait rouler, enfin voilà, il faut pas de pépins, il faut pas de vent, enfin voilà, c'était beaucoup de choses. Pourquoi faire cette épreuve? Besoin de me dépasser, de besoin de faire un grand reset sur ma vie, sur voilà, tout mon côté professionnel, personnel. Enfin, j'avais besoin de faire mon Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi. Tu vois, un cheminement spirituel, physique. Et je voulais voir en fait aussi jusqu'où j'étais capable d'aller en termes de douleur, de souffrance. Alors pourquoi se faire mal comme ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis pas suffisamment croyant pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc moi, pour moi, la Race Cross France, c'était vraiment l'endroit où ben voilà, j'avais 5 jours, rien qu'à moi, et qu'à moi tout seul. Besoin de parler à personne, sauf à moi-même. Et en fait, je me suis retrouvé face à moi-même dans des moments très compliqués où j'ai perdu la vue à des moments, je voyais plus, la dette de sommeil, l'endormissement, les mains tuméfiées. Enfin voilà, Et en fait, aujourd'hui, ce que je dis, cette épreuve, j'ai jamais autant souffert sur un vélo que pendant la Race Cross France. J'ai jamais eu aussi peur. J'ai eu peur sur le vélo de mourir, j'ai eu peur de tomber, j'ai eu peur de perdre la vue. Voilà, et c'est la fatigue étant là, c'est des sensations qui sont mais décuplées, mais c'est juste incroyable. Et derrière, il faut gérer cette émotion. C'est-à-dire que ce négatif qui n'a jamais autant été aussi présent dans ta vie. Tu vois, j'ai perdu ma maman en 2013. Ben là, j'ai eu très très mal. Mais là, je peux dire que j'ai retrouvé des douleurs quasi similaires en termes de je suis en train de déconner là. Je suis en train de déconner. Je suis en train de perdre ma vue. Je vais tomber. Il n'y a pas de parapet. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, ouais, ça va très 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 loin. Et aujourd'hui, voilà, je suis très handicapé et je ne vais pas me plaindre, c'est moi qui l'ai cherché hein, d'être comme ça, mais c'est que j'ai les mains qui sont complètement endolories, j'ai plus de. Enfin, je dirais plus, j'ai retrouvé 4 doigts sur 10. J'ai les mains tellement endolories que je ne sens plus, j'ai plus de toucher, j'ai plus de force dans les mains, je peux plus pincer. Et je suis assez handicapé parce que quand tu peux plus passer, tu peux pas ouvrir un pot de confiture, là, tu peux pas ouvrir la pomme pote pour les enfants, une boîte de tournevis, tu peux pas l'ouvrir. Enfin voilà, c'est très handicapant. Et ben bon, c'est ce que c'est, hein. Mais voilà, je ne pensais pas que je finirais dans cet état physique. Après, objectivement, moi j'ai terminé l'épreuve, j'avais mal aux mains et mal aux pieds, mais c'est ça qui m'a arrêté en fait au bout de 5 jours parce que physiquement, j'étais super bien. J'aurais pu continuer à pédaler comme ça 5 jours sans problème. C'est juste que voilà, j'avais les mains et les pieds complètement tuméfiés et douloureuses. Et que voilà, tenir le guidon, c'était compliqué, serrer les mains, c'est très compliqué. Et que voilà, quand tu sais qu'il te reste 1000 bornes, quand tu n'as jamais fait ça, 1000 bornes, hein, c'est quasiment à traverser de la France, quoi. Donc voilà, c'était une expérience très douloureuse. Je pensais profiter des paysages, faire des selfies, des vidéos, j'ai rien fait. J'étais tellement concentré, et puis qu'après, en fait, sur le vélo, comme je perdais la pince, je n'arrivais pas à tenir mon téléphone portable. Donc, je suis passé par des états, enfin, impressionnants.
mais c'est quelque chose de magique parce que j'ai partagé des choses avec les 12 personnes qui m'entouraient, qui ont été bienveillants à mon égard. J'ai pris soin de moi comme si j'étais l'enfant, quoi. L'enfant prodigue, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de juste magique, de se dire, voilà, tu as 12 personnes qui sont dévouées corps et âme pour toi, et ils répondent à toutes tes attentes avec une bienveillance sans faille. Et ça, c'est juste quelque chose, en fait, rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir fait l'expérience, parce que c'est très égoïste de dire ça, mais quelqu'un qui prend soin de toi, tu fais de la thalasso pendant une demi-heure, tu es content. Moi, on m'a fait de la thalasso pendant 5 jours. Et ça, c'est juste incroyable. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir voilà, des gens bienveillants qui se sont démenés, qui ont cherché des solutions aux problèmes, qui étaient toujours dans le positif, tu vois, la positive attitude, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà. Et donc finalement, j'ai pas eu, hormis voilà mes peurs, je me suis jamais dit c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Jamais, jamais, jamais. C'était toujours. Il y a un moment, j'ai voulu abandonner le record parce que ben voilà, il y a des concours de circonstances. 12 heures de l'arrivée, j'ai 3 heures d'avance, et à 6 heures de l'arrivée, j'ai un quart d'heure de retard. Donc il y a un truc qui allait pas, quoi. Donc il a fallu revoir les choses. Et là, j'ai dit, attendez, ça fait 4 jours et demi, moi, que je suis là à me crever. Et parce qu'il y a une petite négligence, on est en train de faire péter un défi, quoi. Et je trouvais ça dommage. Donc voilà, ils ont réussi à trouver les mots, les gestes, les attentions pour me rebooster me remotiver. Et me dire, bah, de toute façon, c'est bon, t'inquiète pas, le défi, tu vas l'avoir. Et là, j'ai terminé les 6 dernières heures en mode warrior et violent. Là, j'ai eu très très mal, j'ai vraiment souffert, mais c'était juste incroyable cette souffrance ouais, que j'ai eue, c'est un truc de dingue. Mais en fait, mon cerveau il s'est complètement déconnecté et les gens qui étaient avec moi, ils m'ont tous dit, mais en fait, t'étais pas là, j'étais complètement ailleurs. C'est difficilement explicable en fait, hein, les sensations. J'étais complètement ailleurs, mais moi je me rendais pas compte. Et il me disait, mais tu te rends pas compte le regard que tu avais, c'est incroyable. Et donc là, il y a un reportage, il y a un documentaire qui a été fait par France 3, qui va apparaître donc le 15 septembre. Et puis derrière, voilà, on va faire un film sur cet événement-là. Et parce que je veux faire partager ça. Je veux que les gens voient, en fait, découvrent ce que c'est que l'ultra, qu'ils découvrent en fait ben, tout ce que j'ai pu vivre, parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est juste incroyable. Et j'ai envie de partager ça et que les gens prennent ben, du plaisir à découvrir des paysages juste fantastiques. Le Cormet de Roseland, le Ventoux, enfin, les plages du débarquement. Enfin, derrière, il y a des symboles, quoi, le château de Chambord, enfin voilà, tout ça. Il y a des trucs, moi, qui me parlent hein, quand on était sur Omaha Beach, là, les plages du débarquement, enfin, qu'on s'est arrêté au musée du débarquement. Enfin, moi, c'est quelque chose. Enfin, en parler, j'ai des frissons parce que voilà, il y a eu des choses qui ont été vécues là, et aujourd'hui, moi, je fais mon défi et je roule sur des routes qui ont vu passer des chars, qui ont vu passer des morts, qui sont battus pour nous. Et en fait, moi, tu vois, je pensais à tout ça sur mon vélo. Et ben voilà, aujourd'hui, tu peux pas te plaindre. Il y a des gens qui sont battus pour ton pays. Toi, aujourd'hui, tu fais ton défi de neuneu, tu te tais, t'avances, tu cherches pas à te plaindre. Et ceux de mon équipe m'ont dit, Sylvain, on t'a jamais entendu te plaindre. Et c'est vrai que je me suis jamais plaint parce que j'avais pas à me plaindre. C'était pas, c'est moi qui ai cherché à être comme ça. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens il y a des amis proches qui étaient en train de perdre leur fille. Moi, quand j'ai su ça, dans la tête, j'ai vrillé. J'ai dit, mais tu as interdiction de dire que tu as mal. Interdit. Parce qu'il y en a qui souffrent vraiment. Ils perdent quelqu'un. Moi, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Donc, c'est pour ça que derrière, en fait, ce défi, il y avait pas mal de péripéties. Et en fait, ça m'a guéri. Ça m'a transformé, transcendé. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et en fait, avec le recul, parce que à l'instant T, juste après l'événement, je me souvenais pas de tout. Et puis là, tu vois, j'ai des flashs qui arrivent comme ça en pleine journée sur ben, ce qui a pu se passer, les paysages, les machins. Quand je rencontre des gens, enfin, ou des personnes qui étaient avec moi qui me disent ouais, tu te souviens là et tout. Bah, sur l'instant T, je me souviens pas forcément. Et puis après, en fait, ça me ravive des souvenirs. Et tu vois, ça revient. C'était quelque chose de incroyable. Après, aller plus loin que ça, donc la traversée des États-Unis, c'est encore un autre truc. Je trouve que les dommages collatéraux sont très importants vis-à-vis de ce que ça demande comme concession, comme travail. Voilà, parce que je me suis entouré d'une sophrologue. Enfin, on a fait un travail pour que je puisse dormir. On a fait une préparation similaire aux marins qui font le Vendée Globe ou la classique Jacques Vabre. Le matériel, l'alimentation, enfin voilà. C'était une préparation qui a été longue, hein. Moi, je le prépare depuis le 10 novembre. Donc, et content qu'on ait réussi à aller au bout et à battre le record parce que clairement,
Moi, Arnaud Manzanini, l'organisateur, me dit, ouais, je lui dis, bon, alors, tu vois, je t'avais dit que j'y arriverais. Il me dit, tu sais, Sylvain, pour tout te dire, moi, j'aurais pas misé 1 euro sur toi, sur le fait que tu battes le record. Alors que moi, j'ai annoncé d'entrée de jeu que j'étais là pour battre le record. Et il me dit, tu sais, il y a pas mal de coureurs pro qui sont venus, qui ont dit qu'eux aussi ils allaient faire, mais ils sont pas réussi parce que l'ultra, c'est autre chose. C'est dépassement de soi, c'est de la douleur. Il n'y a pas que des gros jarrets, en fait, qui réussissent. C'est qu'il faut aussi avoir un gros mental. Et donc, moi, finalement, ben, j'ai pu travailler ce mental grâce à toutes les personnes qui m'ont entouré. Et aujourd'hui, ben, je suis très heureux de l'avoir fait parce que ça m'apporte au quotidien dans ma vie personnelle, professionnelle. Et c'est pour ça que je suis très heureux de l'avoir fait, même si aujourd'hui, ouais, je déguste un peu quand même. Ouais, ça c'est incroyable. Plein de questions du coup à te poser par rapport à ça. C'est quand tu le racontes, on sent un peu l'émotion. On imagine, bah, comme tu l'as dit, la souffrance que tu as pu endurer, tout qui a sans doute été décuplé par rapport à, bah, à l'effort. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu? Oui, excuse-moi. En fait, tu vois, je vais te raconter une anecdote. En fait, on était dans l'Isran. L'Isran, c'est 2 jours et demi. Ouais. C'était ma deuxième nuit là. Tu vois, 3h30 du matin, 4 heures. J'ai fait une sieste aux alentours des 3 heures, donc 7-8 minutes, tu vois. On repart, on attaque l'Isran, et en fait, je suis un gros bourrinos, quoi. Moi, j'ai dit, bah, moi, je vais tout passer 39-32. Donc, plus petit braquet, 39-32 sur 2500 bornes. Donc, autant te dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup de force. Je roulais dans les, enfin, dans tous les cols à 10%, je roulais à 40 tours minute, tu vois. Donc, j'étais vraiment en force. Et là, l'Isran, l'Isran, tu vois, il faisait bon. Et puis, plus on montait, plus il faisait froid, tac, tac, tac. La fatigue arrivant. Et là, 3 km du sommet, si tu veux, je me revois l'image, quoi. J'ai les phares de la voiture hein, qui m'éclairent. Et en fait, je commence à regarder le Garmin et je vois que les chiffres deviennent flous, tu vois. Oula. Là, je cligne des yeux, tu sais, ils sont encore flous. Bon, je regarde au loin. Je me dis, c'est peut-être la fatigue, tout ça. Et je me remets sur le Garmin et là, c'est encore plus flou. Jusqu'à ce que je ne vois plus les chiffres. Et là, en fait, en me relevant, je m'aperçois que la route, je la discerne de moins en moins des bas-côtés. Alors là, sur la fin de l'Isran, tu es plutôt il y a des falaises sur ta gauche, dans les 2 derniers kilomètres. Et donc là, si tu veux, les phares de la bagnole, je vois un gros halo lumineux, mais voilà quoi. Mais l'équipe me remonte un moteur, ça va, ouais, ça va, mais bon, ouais, compliqué quand même, là, la vue, là. Donc là, bon, bah, on s'arrête au sommet de l'Isran. Bon, bah, il faut que tu dormes, donc je dors. Je remonte sur le vélo, et là, il faut savoir que toutes les descentes de nuit, j'ai descendu comme un âne. Toutes les descentes, j'étais pleine balle. Comme, si tu veux, j'avais la frontale, la lumière sur le guidon, et puis bah, je voyais si les voitures venaient en face ou pas. Donc du coup, moi, je descendais pleine balle pour gagner du temps. Bah, là, en fait, la voiture était à mes fesses et je descendais sur les freins parce que je ne voyais Enfin, je ne discernais pas le bas-côté de la route. Et pour redescendre sur Valto, il faut savoir qu'il n'y a pas de parapet. C'est-à-dire, tu as la route et tu es dans les caillasses, quoi. Et là, j'ai dit, tu vois, Sylvain, en plus j'avais froid, j'avais la thermique, le bonnet et tout, j'étais fatigué forcément. Et là, je me suis dit, et tu vois, je me revois en train de me dire, mais t'es vraiment un gros débile, mon gars. T'es en train de jouer avec ta vie, tout ça, parce que t'as voulu faire le nanar à faire 2500 bornes. Tu vois, je me m'insultais, quoi. Je dis, putain, t'as vu ce que t'es en train de faire, tu te rends pas compte, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, tu vois, là, j'étais plutôt dans la positive attitude, puis j'étais violent avec moi, hein, tu vois. À Valto, tant bien que mal. Et là, je m'arrête, hein, parce que là, j'ai dit, je peux pas descendre au pied du Cormet de Roseland comme ça, c'est pas possible, tu vois. Donc là, je dors. Et là, par contre, ils m'ont fait dormir 30 minutes, parce qu'ils ont vu que ça allait pas du tout, hein. Donc là, ils ont dit, bon, bah allez, on part sur 30 minutes. Et là, je me réveille, je regarde mes mains, je voyais mes mains. Et bah, autant te dire que là, j'étais content. Parce qu'en fait, je pensais perdre la vue. Tu vois, là j'étais dans une psychose. Tu vois, je suis en train de perdre la vue, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois. Et donc là, quand je me réveille, que je revois mes mains, et le soulagement, je dis ouf. Et donc là, tu vois, il était quoi? 5h, 5h30 du matin. Et puis après, on s'arrête au pied du Cormet de Roseland et comme si de rien n'était en fait. J'ai monté le Cormet de Roseland, ben, j'ai rattrapé le petit Rioux, là, Jocelyn Rioux, le pauvre qui a eu un accident là justement, voilà. Et je l'ai rattrapé et puis après on a fait un petit bout ensemble là jusqu'au saisie. Et du coup ouais voilà. Et par contre tu vois du coup là quand j'étais avec lui, enfin quand je l'ai rejoint dans le Cormet de Roseland, qu'il y avait du soleil, j'ai plus du tout pensé à ce qui s'était passé dans l'Islande, si tu veux. J'ai dit bon non, bah, tu vois les pensées négatives, je les avais plus là. Mais j'ai vécu un sale moment à Val Thorens, ouais, c'était très très compliqué. Se dire que tu perds la vue, mais tu vois, c'est de la psychose parce que tu es en dette de sommeil, il fait froid, là-haut il y avait 2 degrés, enfin tu vois. Donc c'est pour ça que là, tu vois, c'est une des nombreuses anecdotes compliquées. Mais ouais, là, tu vois, j'ai dit, là, tu fais vraiment le con, Jean-Gio. C'est pour ça qu'en fait, je mesure quand je dis, voilà, j'ai fait ça, c'est magnifique, mais
Faire plus, compliqué. Ouais, c'est clair. Puis que ça marque, hein. C'est-à-dire que si tu te lances dans un truc plus grand ou même de la même distance, tu te rappelles dans quoi t'es passé et du coup ça peut un peu refroidir. Enfin, tu te dis, ouais, faut refaire ça. Enfin, ça doit être compliqué en vrai. Le corps a une mémoire, mais l'esprit, forcément, lui, se souvient de tout, hein. Alors l'inconscient, hein, la conscience même. Après, voilà, j'ai passé de très bons moments aussi, hein, enfin, j'ai passé, la question n'est pas là, mais le problème, c'est que sur tous ces très bons moments passés, aujourd'hui, en fait, dans ma tête, les premières choses qui me viennent, c'est les moments de souffrance, quoi. Vraiment. Puis c'est de la souffrance, ouais, que j'ai jamais vécue. Donc, Tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passait, comment t'as préparé le truc et comment tu t'étais dit peut-être oh je roule, je sais pas, je dis une bêtise, hein, 6 heures, je fais une pause, je dors 20 minutes, hop je reroule, comment ça se passait tout ça? ah, pour la préparation, en fait, moi, grosso modo, quand je suis en canne, je sais que mon seuil oscille entre 380 et 400 watts quand je marche bien. Donc mon but, en fait, c'était d'avoir ma condition physique pour que mon seuil soit 380 watts le jour de l'épreuve. Ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, je roulais, moi je travaille, donc moi je fais que des sorties une heure et demie. De temps en temps, je cale 3 heures, mais entre le boulot, les enfants, et moi je voulais pas que ça empiète non plus trop sur ma vie perso. Donc, moi, je m'étais dit, bah, écoute, si tu as 5 sorties d'une heure et demie dans la semaine, c'est mieux qu'une grande de 5. Donc, toutes mes sorties d'une heure et demie, à chaque fois, je les passais à rouler comme un âne, à faire du seuil, de la PMA, du seuil, de la PMA, du seuil, de la PMA, sachant que voilà, sur 7 jours, j'avais 2 jours pour rouler, 2 jours pour récupérer. Donc, ce qui permettait finalement de faire beaucoup de qualitatifs. Mais en faisant beaucoup de qualitatifs, si tu arrives à rouler pendant une heure à 360 watts, tu es capable de rouler une journée à 200 watts, hein. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, bon, ben voilà, tu t'enseignes à 380 watts. Il faudrait faire des essais, voir si 200 watts, ça peut matcher, quoi. Si tu peux rouler à 200 watts pendant longtemps. C'est pourquoi j'ai voulu préparer, en fait, un 3 fois 12 heures. Donc, ma dernière série de 12 heures, je l'ai faite sur le circuit de Charade. C'est un circuit automobile à côté de Clermont-Ferrand. Un vrai chantier naval, hein. J'ai fait 300 bornes en 12 heures avec 6006 de dénivelé. Et en fait, ben là, je l'ai fait mode, donc ça c'était mi-juin, le 13 juin, je l'ai fait en mode figuration course, quoi. C'est-à-dire, je roule à 200 watts, en montée, au plat, en descente. En fait, moi, je m'arrêtais pas de pédaler, hein. Sur 9 minutes de tour, je passais 20 secondes sans pédaler. Donc sur 12 heures, tu vois, ça fait peu de temps sans pédalage. Et donc, ça, c'était mon 12 heures test. Et j'ai vu qu'en fait, au bout des 12 heures, j'étais en pleine gaz, j'ai fait 207 watts de moyenne. Et c'est passé impeccable. Donc là, je me suis dit, bon, bah déjà, tu as trouvé ton rythme. Et à 200 watts au plein, hein, tu roules à 34-35, hein. Donc à 34-35, tu en fais du chemin. Donc, et donc par rapport au record, tu vois, et aux prévisions que j'ai fait, ça matchait pas mal. Et après, pendant l'épreuve, en fait, j'ai fait un tableau de marche sur voilà, tous les 50 km. Il faudrait que je sois là, 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 là et là. Il faudrait me donner à manger à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et voilà comment ça s'est passé le premier jour. Et puis après, ça s'est fait a cappella, comme on pouvait, quand j'avais faim. Au départ, je devais dormir toutes les 3 heures. Et puis en fait, on s'est rendu compte que la journée, j'avais pas envie de dormir. Donc en fait, moi, je commençais à dormir qu'une sieste à minuit, une sieste à 2 heures, une sieste à 3 et une sieste à 5. Tu vois. Et tout le reste du temps, je pédalais, sauf à partir du troisième jour où là, j'ai recalé une sieste à midi. Mais en fait, il y a ce qu'il y a sur le papier, clairement, donc ce que j'avais prévu. Ce qui n'était pas déconnant parce que je m'étais entouré de personnes qui pratiquaient et qui m'ont beaucoup conseillé, donné beaucoup de clés pour avancer, parce que quand tu n'as aucune expérience, c'est compliqué de te dire, j'ai jamais fait, ma plus grosse distance, c'est 460. Je l'ai faite l'année d'avant, j'ai fait Clermont-Chamonix. Et donc moi, j'ai jamais fait 2000 bornes, hein. Donc là, quand on dit, bon, moi, je vais faire 2500 bornes et je vais péter le record de Jean-Luc Pérez, voilà, on dit, t'es mignon, mais tu veux faire quoi là? J'ai pas compris. Et donc c'est pour ça que voilà, j'avais mis la barre très haute pour me dire, bon, il faut faire les choses comme il faut. Donc j'ai eu des personnes bienveillantes qui m'ont appris beaucoup de choses. Et il a fallu que j'engrange un maximum d'informations en très peu de temps. C'est pourquoi Arnaud, en fait, ne pensait pas que j'arriverais à battre le record. Mais après, de la détermination, de très bons conseils. De la chance aussi dans le fait que la météo a été excellente. J'ai pris une heure de pluie environ sur quasiment 5 jours. Je ne cache pas que si dans les Alpes j'avais pris la flotte, le délire aurait été totalement différent, hein. Là, il n'y a même pas photo. Donc voilà, même s'il y a eu de la préparation, il y a quand même eu de la chance parce que j'ai eu des concours de circonstances.
et qui ont été plutôt favorables à ce que je réussisse comme il faut ce défi. Ouais, mais ça n'empêche pas l'énorme performance que tu as réalisée. Franchement, je pense que c'est difficile à comprendre. Enfin, il faut vraiment essayer de le faire. Enfin, je pense qu'il faut essayer de faire une énorme distance pour se rendre compte, ah ouais, là, c'est compliqué, hein. Mais même moi, enfin, je me rends pas compte aujourd'hui. En fait, là, aujourd'hui, ce qui est assez, ouais, c'est rigolo parce que j'ai plus de sympathie des gens aujourd'hui en ayant fait un 2500 bornes qu'en étant pro. C'est-à-dire, j'ai plus de témoignages de sympathie et de bienveillance que quand j'étais pro. C'est ça qui est incroyable. Et les gens ne te rendent pas compte ce que tu as fait. Non. Et tu vois, ce matin, j'étais Volvo m'a aidé dans mon défi. Et j'étais au garage et on discute. Et puis il y a un client qui arrive et puis on parle de ça. Ouais, c'est chouette, c'est impressionnant. Ouais, mais en fait, j'ai été entraîné. Donc, je veux dire, c'est comme on dit un marathon. Ben, un marathon, tout le monde peut faire un marathon. Dépend de la vitesse à laquelle on veut le faire. Si on s'entraîne comme il faut, quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon, si on l'entraîne pendant 4 mois correctement, il peut faire un marathon en 5 heures. Tu vois, il faut juste un entraînement et un peu ouais, de mental. Et globalement, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Mais par contre, derrière, voilà, faut pas faire les choses à l'arrache, quoi. Faut, faut préparer ça correctement. Ah bah c'est sûr, hein, parce qu'un 10 bornes, un 10 bornes en course à pied, par exemple, même avec un petit peu d'entraînement à l'arrache, ça passe, mais un truc. Non, là, de toute façon, en fait, l'improvisation n'existe pas, même si on a fait beaucoup d'improvisation le moment de l'épreuve. Mais en termes d'entraînement et de conditions physiques, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas te permettre d'arriver. Moi, j'ai pas beaucoup de kilomètres, hein. Tiens, regarde, je vais te dire ce que j'ai en kilomètres. Je pense que je vais te faire halluciner parce que c'est pas grand-chose. Mais moi, je partais de l'idée qu'en fait, c'est pas le kilométrage qui va te permettre de réussir. Clairement, faut que tu aies une bonne condition physique. Et si tu as la condition physique pour tenir on va dire, une puissance suffisamment élevée, ça va passer, quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a donné raison. D'accord, et du coup, après ce beau défi, c'est quoi tes prochains objectifs? D'autres courses? C'est quoi? Bah déjà, c'est de pouvoir faire du vélo. Parce qu'avec mes mains, je suis assez handicapé, donc clairement, je peux pas faire de vélo aujourd'hui, hein. Ça fait un mois et quasiment 2 semaines là que le record est passé. Je suis incapable de tenir un guidon. Donc, je peux tenir un guidon de moto. Et tu penses que ça reviendra? On t'a dit Ah un ouais, peu? ouais, non, non, on m'a expliqué, hein. Non, non, c'est tout à fait normal et il faut surtout pas se mettre martel en tête de tout ça, hein. Mais voilà, ça reviendra. Faut être patient. Les nerfs et la gaine des nerfs est un petit peu mâchée. Et donc, il faut juste prendre son mal en patience. Et bon, voilà. Mais aujourd'hui, le vélo, moi, voilà, mon prochain objectif, c'est déjà de remonter sur un vélo. J'arriverai à remonter sur un vélo, là, je pourrais penser à faire des choses. Mais là, tout de suite, ouais, j'ai juste en fait, les gens m'ont dit, ouais, t'étais dégoûté du vélo? Bah, en fait, quand j'avais fait Clermont-Chamonix, ouais, j'étais dégoûté du vélo parce qu'en fait, on avait 15 jours d'entraînement et on a fait 460 bornes. Donc là, c'était totalement différent. Là, moi, j'avais envie d'une chose, c'était le lendemain faire du vélo, mais sauf que j'avais tellement d'œdème sur les jambes que je pouvais plus plier les jambes. Tu vois, là, ça devenait problématique. On a coupé mes chaussures parce que j'avais des chevilles, c'était des poteaux. Et du coup, j'avais les chevilles tellement gonflées que ça passait par-dessus la chaussure, tu sais, ça boudinait sur la chaussure. Donc, ouais. Donc, il a fallu. Et au niveau du fessier, t'as eu des douleurs? Ouais, j'ai eu des petites douleurs. Bah, de toute façon, ça fait partie du taf. Cette douleur, je l'avais jamais ressentie auparavant. Donc, c'était quelque chose de nouveau et de très éprouvant. Et pour tout te dire, en fait, moi j'ai passé 15 nuits, les nuits qui ont suivi, hein, l'événement. J'ai pas fait une nuit complète parce qu'en pleine nuit, je me réveillais, tu sais, sursauté. Oh, j'ai pas mangé, ouais, j'ai pas bu, j'ai crevé, je me suis trompé de route parce que je me suis trompé de route, mais un nombre incalculable de fois. Clairement, j'ai eu 15 nuits très compliquées et on voit que psychologique a été. J'ai été au plus profond de moi-même, j'ai été quand même brassé, quoi, hein. Tu vois, ça m'a retourné, hein, cette introspection de 5 jours, hein. Et donc, tu vois, pendant 15 jours, j'ai pas fait une nuit complète. Et alors, physiquement, aujourd'hui, tu vois, je suis reposé, impeccable. Mais psychologiquement, ouais, c'est lourd. Alors, ça peut pas être. Je peux pas me plaindre. C'est pas comme ceux qui font la guerre, qui sont sur le front, qui jouent avec leur vie, qui entendent les balles siffler. Tu vois, je peux pas me plaindre. Mais moi, clairement, psychologiquement, ça m'a bien retourné, quoi. Donc c'est pour ça que de fait, en fait, il faut tout accueillir. Au lieu d'être fermé sur les émotions, il faut être vraiment ouvert. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, j'ouvre. Je suis pas dans la négation, je prends, j'accueille
On va me prendre pour un fou, hein, vachement comme ça, hein, et je prends et je suis plus dans la négation, et du fait de plus être dans la négation et de tout prendre, et ben tu vois, je suis dans le positif, et voilà, et ça, ça m'aide au quotidien, ça me fait du bien aussi, et voilà, donc ce défi, en fait, m'a apporté et m'apporte encore beaucoup de choses, et j'espère m'apportera encore plein d'autres choses. Ouais, bah, j'imagine, hein, ça doit être quelque chose. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent sur quel réseau social on pourrait te suivre Bah, après, sur les pages perso, hein, de Sylvain Georges. Après, moi, je travaille pour Ecoy. Je travaille aussi pour Campagnolo, vous connaissez. Donc après, moi, je fais pas mal de vidéos sur Ecoy. Donc, si vous voulez suivre un peu mes histoires un peu rigolotes, et ben, vous pouvez aller sur Campagnolo, sur Ecoy, pardon. Et voilà. Mais après, moi, je suis pas mes réseaux sociaux perso. Je suis assez discret. Je suis pas non plus. Je poste pas tous les jours. Je poste un peu de temps en temps, mais c'est mon travail au quotidien. Mais moi, j'ai un peu du mal avec le côté. Je partage toute ma life. Je suis pas trop dans le délire, quoi. Voilà. Mais au moins, tu pourrais nous dire où on pourrait trouver ton film qui retrace ton aventure? Alors le film, alors déjà il y aura le reportage sur France 3. Donc là, le reportage de France 3, il sera présent donc sur ma page perso après le 15 septembre. Concernant le film, eh ben, on attend parce que c'est en cours de montage. Et en fait, on va faire un événement, on va faire une soirée, enfin, il y a plein de choses qui vont être prévues autour de ce film. Mais pour le moment, en fait, je suis incapable de donner de date parce que ben voilà, c'est beaucoup de travail, hein. Il y a quand même le Sensi Outdoor Production. Il est resté avec moi donc les 5 jours, et il a dormi 7 heures sur 5 jours. Donc tout le reste du temps, il était avec moi. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. Donc c'est pour ça que il a un travail de ouf, et ouais, il a fait un travail de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. C'est pour ça que tout de suite, le film, on le verra pas. On verra d'abord le reportage que Jean-Luc Rossi de France 3 a fait avec son équipe, et eux aussi m'ont suivi les 5 jours. Et puis derrière, voilà, sur les réseaux sociaux, il y aura bien des news sur tout ça. Ok, bah super. Moi, j'ai hâte de voir ça et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent auront hâte aussi de voir ça. Et tu veux savoir combien j'ai fait de kilomètres cette année? Si t'enlèves du coup la RAF, j'ai 7000 kilomètres. Ah ouais, Donc moi, je suis arrivé à la RAF avec 7000 kilomètres. les gens, des gens pourraient paraître que c'est beaucoup, mais en vrai, c'est pas grand-chose, en vrai. Ben, moi, c'est ma plus grosse année, j'ai fait 36 000 Ouais, kilomètres. voilà, en étant que pro, tu roules même plus. C'est pour C'est dire. pour ça, avec 7000 kilomètres, voilà. C'est pour dire que, bon, c'est pas. 7000, ça fait, hein. Mais tu divises le nombre de mois, ça fait 1000 kilomètres par mois, ça fait 250 semaines. Ouais, 250 kilomètres semaine, ça fait quoi? 186 heures? Ouais, ça fait 8 heures de sport par semaine, hein. 8 heures de sport sur 7 jours, tu vois, c'est ce que je disais, hein, ça fait des sorties d'1 heure et demie à chaque fois, 5 jours par semaine. Tu vois, et ça concorde avec ce que je dis depuis le début, hein. Quand les choses sont bien faites, les entraînements sont de qualité, honnêtement, voilà, je pensais que ça allait passer, c'est passé, tant mieux, j'ai de la chance, hein. Après, j'ai des qualités physiques et des aptitudes aussi qui aident. Et ça, j'en suis conscient aussi. Mais il suffit juste de faire les choses et de mettre le curseur au bon niveau pour que ça déroule. Voilà. Bon, bah, du coup, je te remercie pour avoir accepté notre invitation. Merci à toi. C'était super, on en a appris plus. Au plaisir. Et j'espère que ça va donner des idées à des gens pour peut-être se lancer dans l'ultra ou peut-être pas. Bah, ce qu'il y a, c'est que pour aller dans l'ultra, ce qu'il faut absolument, c'est se dire, prenez. En fait, moi, je suis arrivé dans l'ultra, c'était comme si je débutais le vélo. J'ai demandé plein, plein de choses. L'entraînement, la diététique, le matériel, tu vois, toutes ces choses-là. Et dire, voilà, en fait, tu as un passé Mm. de sportif, tu as peut-être été pro, mais en fait, là, dans l'ultra, t'es rien, en fait. Parce qu'il y a des mecs dans l'ultra qui envoient du très, très gros, et toi, en fait, tu es une crotte de nez. Donc, comme tu es une crotte de nez, eh ben, tu vas te considérer comme une crotte de nez. C'est pour ça que voilà, je me suis toujours fait petit, et j'ai toujours appris, écouté. Et voilà, c'est ce qui a permis aussi, je pense, c'est ce qui a aidé à ce que le défi se passe. Il fallait que je sois à ma place. Et ma place n'était pas fanfaronner, ma place, elle était là à écouter et à apprendre de tous ceux qui voulaient bien m'expliquer ce que c'était que l'ultra, quoi. Ouais, de bonnes paroles à méditer, je pense, clairement. Ouais, Bah écoute, ouais, bah c'est gentil, merci en tout cas. ouais bah, c'est moi qui te remercie. Et puis je te dis à la prochaine. C'est gentil. À bientôt, merci à toi. Allez, salut. Salut Jérémy, au revoir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.